vous tous. Effectivement, nous sommes nombreux là à présenter ça parce qu'en fait, cette communication va être aura comme objet en fait une capitalisation d'un projet de développement auquel nous avons participé dans la réserve de biosphère de Mananara Nord à Madagascar. Et donc c'est tout frais. Là, en fait, l'ensemble des personnes qui sont là, ce sont celles qui ont travaillé dans le cadre de l'atelier de capitalisation du projet qui s'est tenu il y a juste 15 jours à Madagascar. Donc c'est ce travail-là que j'avais envie de vous présenter, compte tenu de la thématique abordée dans le cadre de cette journée. Et donc il va s'agir de traiter de la relation entre les cultures sous bois et la sécurisation foncière des espaces forestiers communs qui sont établis dans la réserve de biosphère de Mananara Nord. Donc, la réserve de biosphère, vous voyez, elle se situe sur la côte nord-est de Madagascar, dans la région Analanzerhouf. Elle est là, elle est ici, et donc elle est constituée elle s'établit essentiellement dans le district de Mananara Nord. Le district, c'est l'ensemble de cette surface-là. Et elle s'établit également sur 7 communes qui sont réparties dans ce périmètre-ci. La réserve de biosphère, elle est constituée donc essentiellement d'un parc national terrestre et d'une petite partie marine qui se trouve là. Et tout autour de ce parc national ont été établis 29 contrats de transfert de gestion, donc de gestion des forêts de l'administration forestière aux populations locales. Donc, des contrats de transfert de gestion qui constituent une ceinture verte tout autour du parc national. Et donc la réserve de biosphère s'étend donc sur ce parc national et sa périphérie, et donc sur une surface de 144 000 hectares. Elle est assez récente puisqu'elle a été créée en 1989, donc par un décret. Historiquement, dans cette zone qui est très enclavée, il y avait quelques forêts classées qui avaient été mises en place pendant les années 60. Et puis c'est dans les années 90 que donc a été envisagée la constitution d'un parc national et d'une réserve de biosphère. Mais j'y reviendrai. Donc dans cette réserve de biosphère, il y a eu évidemment plusieurs projets de développement qui se sont succédés dans ce cadre-là. D'abord, un qui était directement financé par l'UNESCO de 1989 à 2002, puis par l'Union européenne de 2002 à 2009, et ensuite par l'Union européenne, l'AFD et d'autres bailleurs, dans le cadre d'un projet porté par le GRET, donc le projet Fiavutana 1 de 2012 à 2015 et le projet Fiavutana 2 de 2015 à 2018. Et c'est donc de celui-ci, de ce dernier projet de développement dont je vais vous parler. Cependant, malgré l'ensemble de ces interventions, on n'a pas encore... les populations sont toujours soumises à une vulnérabilité locale importante. Les transferts de gestion qui ont été mis en place ne sont pas très fonctionnels, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour leur mise en œuvre. Et il y a une énorme potentialité en ressources naturelles dans cette zone, et c'est même la région Analanzerhouf, c'est sinon la région la plus riche de Madagascar, compte tenu de l'importance du développement des cultures de rente qui s'y établissent. Donc, une fois posé globalement ce contexte, le problème que je propose de vous soumettre aujourd'hui est le suivant, c'est que les forêts des communautés de base, donc ces COBA qui sont signataires de ces contrats de transfert de gestion,
sont progressivement investis par les cultures sous bois. Donc les cultures sous bois, donc essentiellement de la vanille et du girofle, d'abord du girofle et ensuite de la vanille. Et qu'au travers de l'introduction de ces cultures, on assiste naturellement à une appropriation privative des terrains et une appropriation privative que les autorités locales ne parviennent pas à enrayer et qui se conduit par, à terme, une disparition de la forêt naturelle. Et donc ce processus-là remet en cause la gestion pérenne des ressources forestières, telle qu'elle avait été imaginée dans le cadre de la périphérie du parc national. Et donc elle pose problème notamment vis-à-vis des groupes vulnérables qui trouvent leur accès aux produits forestiers ligneux et non ligneux réduits par cette emprise privative. Et donc ce processus pose également problème aux gestionnaires du parc national qui n'est pas en mesure d'assurer l'existence d'une ceinture verte autour du noyau dur. Donc pour conserver la biodiversité et réduire les pressions anthropiques. Et donc le maintien de ces espaces forestiers communs constitue a priori un enjeu important du développement durable dans la réserve de biosphère de Mananara Nord. Et donc par rapport à cette question-là, dans le cadre du projet Fiavutana 2, plusieurs pistes ont été investies pour faire face à cette situation. Et donc, je voudrais à terme, à la fin de cette présentation, vous parler de la sécurisation du droit sur les espaces forestiers communs comme un processus de médiation territoriale qui a été porté par le projet Fiavutana 2. Donc, pour commencer, on va parler de l'appropriation privative des espaces communs de forestiers par les ménages les mieux lotis. Donc ces espaces communs forestiers, ce sont ceux qui sont établis autour de la réserve, autour du parc national de Mananara Nord. Donc cette situation-là, naturellement, elle repose sur une superposition des droits coutumiers et des droits de la communauté de base qui, elle, est reconnue par l'État. Donc pour vous poser un peu le contexte, vous voyez en vert foncé, là, ça c'est le parc national. Ça, là, c'est la petite partie marine dont je vous parlais. Et tout autour, là, ce sont les contrats de transfert de gestion qui ont été établis avec les populations locales. Donc, il y en a 29 qui ont été mis en place par le gestionnaire du parc national. Le gestionnaire, c'était l'ANGAP, qui est devenu le Madagascar National Park, pour une association, en tout cas, de droit local, qui gère le réseau national des aires protégées de Madagascar et donc qui est gestionnaire de ce parc national. Et c'est lui qui a pris l'initiative entre 2001 et 2013 d'appuyer la contractualisation des communautés locales avec l'administration forestière pour établir les contrats de transfert de gestion et donc de constituer une ceinture verte autour du noyau dur du parc national, parce qu'en fait, c'est pratiquement l'ensemble de ce que vous voyez en vert, là, ça constitue le noyau dur du parc. Et donc, concrètement, même si vous voyez que les polygones de toutes les couleurs qui correspondent au contrat de transfert de gestion, ils recouvrent une surface importante, c'est parce qu'ils ont une assise administrative qui est celle du plus petit échelon administratif. Et donc, c'est cette base-là qui a constitué la base territoriale de l'établissement des contrats, bien que ce soit des espaces de forêt très localisés et délimités, qui soient effectivement l'objet du transfert de gestion. Si on prend en considération que les petits espaces de forêt naturels, entre guillemets, dont la gestion a été concédée, ça correspond à 12 000 hectares de forêt en 2013.
Donc, je vais vous donner un petit peu plus d'éléments sur le cadre de l'établissement de ces contrats de transfert de gestion des forêts aux populations locales. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un contrat qui est passé entre l'administration forestière et une communauté de base. La communauté de base, c'est à l'échelle du Fukuntan, donc de la plus petite division administrative, théoriquement l'ensemble des personnes qui l'habitent, donc le Fukunun. Mais compte tenu du fait que la communauté de base soit signataire d'un contrat, elle détient une personnalité juridique et donc elle prend la forme d'une association dont les membres sont les membres qui, dans les faits, payent leurs cotisations. Donc il y a ce contrat de le contrat de transfert de gestion se fonde sur plusieurs documents, un contrat, un plan d'aménagement et de gestion de la forêt, assorti à un cahier des charges et un DIN. Le DIN, ça va être associé, là, dans ce contexte particulier, au règlement intérieur de l'association. Et en fait, ce sont les droits et les obligations que les membres de l'association ont par rapport à l'utilisation, voire l'exploitation des forêts. Et donc, s'ils ne respectent pas ces droits et ces obligations, les membres de l'association sont sujets au paiement d'amendes qui sont appelées les vonoudines. Ces contrats sont établis sur une période de 3 ans, d'abord, puis renouvelables sur une période de 10 ans. Donc, les contrats de transfert de gestion à Madagascar sont des institutions reconnues. Un travail de thèse en a renombré 1248 en janvier 2014. Et donc, c'est un système de gouvernance qui couvre près de 5% du territoire national. Ces institutions sont cependant souvent dysfonctionnelles. Un élément, par exemple, c'est que sur ces 1248 contrats signés à partir de 1997, puisque la loi qui propose de les établir date de 1996, eh bien, sur l'ensemble de ces contrats signés durant cette période, il y en a seulement 289 qui ont donné lieu à un renouvellement. Donc, c'est vous dire que ces contrats ils sont établis souvent parce que ce sont des possibilités de justifier la participation des populations locales à la conservation de l'environnement et de la biodiversité, mais qu'en fait, ce sont des institutions qui sont aussi instrumentalisées par les différentes parties prenantes et qui ne sont pas investies dans l'esprit initial de la loi qui a permis leur institution, la loi Gelos en l'occurrence, et qui prévoyait l'établissement, pour la contractualisation de ces contrats, la loi prévoyait l'intervention d'un médiateur environnemental, prévoyait aussi des dispositions de sécurisation foncière relatives et un rôle important de la commune, mais seulement au moins ces 3 dimensions-là n'ont pas été prises systématiquement dans le cadre de l'établissement généralisé de ces contrats de transfert de gestion à Madagascar, notamment du fait de l'existence d'un décret qui n'a pas été promulgué au journal officiel, d'un décret de 2001 qui en fait donne des contrats types de contrats de transfert, propose des contrats types de contrats de transfert de gestion et supprime l'intervention obligatoire du médiateur environnemental, de la sécurisation foncière et du rôle de la commune. Quand je dis qu'il n'est pas paru au journal officiel, c'est-à-dire que normalement, en fait, il ne rentre pas dans l'ordre juridique, mais ça constitue un système de référence systématique, notamment pour les ONG de conservation qui utilisent ce dispositif pour pouvoir établir des ceintures vertes autour des aires protégées dont aujourd'hui elles assurent pour une grande part la gestion à Madagascar. Donc ça, c'est juste un exemple de contrat de transfert de gestion pour vous donner un petit peu une idée de la manière comment ça fonctionne. Donc là, c'est un transfert de gestion sur un Fukuntan, celui de Sassou. Il concerne 206 hectares de forêt naturelle transférée.
La surface du Fukuntan, c'est 1741 hectares. Donc en fait, les surfaces transférées correspondent à peu près à 11% du territoire. Et globalement, les membres concernés, ça fait environ 10% de la population du Fukuntan, de manière plus ou moins effective. Ensuite, maintenant que je vous ai parlé de l'établissement de ces contrats de transfert de gestion et de leur contexte, vous voyez que ces contrats sont relativement récents et que donc ils s'établissent dans un espace où il existe une organisation coutumière foncière préexistante. Et donc l'organisation de cette organisation coutumière, c'est assez classique à Madagascar. Ce sont des lignages fondateurs qui se sont établis dans un village et qui revendiquent en fait des espaces de forêt, notamment environ de 15 à 20 par lignage, pour assurer l'accès aux ressources naturelles renouvelables de leurs membres. Et donc ces lignages, ils revendiquent donc des espaces de forêt qu'ils vont investir grâce aux droits de première hache, notamment, c'est-à-dire qu'ils vont défricher la forêt pour pouvoir s'y établir, normalement initier une jachère pour pouvoir permettre à d'autres membres du lignage de pouvoir y revenir ultérieurement. Mais dans la région c'est Analanzerouf, donc en malgache c'est les girofles dans la forêt. C'est une grande région où l'extension des girofles est très importante depuis la période coloniale, et donc c'est une région qui abrite de nombreuses cultures de rente, dont le girofle et la vanille. Et donc le développement de ces cultures-là ont aussi contribué à la promotion d'un autre mode d'appropriation coutumier qui vise à planter ces espèces agricoles sous bois pour pouvoir s'approprier les parcelles et les intensifier de plus en plus pour les transformer en système agroforestier. Oui, je mentionne un élément très important quand même, c'est que vu que la région est très enclavée, mais très enclavée, en fait, on n'est pas dans un espace où il y a beaucoup de sécurisation foncière légale qui donne lieu à des titres fonciers qui soient garantis par l'État. Donc il y en a très peu dans la région. Et il n'y a pas non plus de guichets fonciers qui permettent aux communes de pouvoir délivrer des certificats fonciers et de garantir la propriété foncière. Donc on n'a ni l'un ni l'autre, et donc on est dans une situation où la sécurisation foncière légale est très peu effective. Ça, c'est un tableau qui permet rapidement de voir la dynamique qui s'institue autour du TAF, donc par rapport à l'appropriation des terrains forestiers par les agriculteurs qui défrichent ce terrain pour pouvoir planter généralement du riz. Une spécificité de Mananara Nord, c'est qu'on aménage généralement ce terrain quand c'est possible. Si on peut avoir une source à côté, on l'aménage en terrasse aussi pour cultiver du riz. Et donc ce tableau il est intéressant parce qu'il montre l'évolution des différentes modalités d'appropriation foncière des Nzinza, donc de ces espaces de culture sur brûlis forestiers au cours du temps. Et il met aussi en exergue une diminution drastique des temps de jachère et aussi une diminution importante du nombre d'hectares de ce type qui est qui est investi par les ménages, et aussi du fait
de l'épuisement des sols et de l'investissement des paysages, une production qui diminue également. L'autre processus d'appropriation foncière, donc ce qu'on a appelé les modalités de privation de l'espace dans les forêts d'Ecoba, eh bien c'est l'introduction des cultures sous bois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc l'établissement de ces cultures-là s'effectue essentiellement dans les zones de droit d'usage et dans les zones de restauration des forêts communautaires, puisqu'elles font l'objet d'un plan d'aménagement et donc d'un zonage. Et pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches des habitations que les zones de conservation. Et donc l'introduction des cultures sous bois dans les forêts d'Ecoba est régulière. Et contrairement au défrichement, elle ne vise pas à répondre à un besoin immédiat, mais elle relève davantage d'une stratégie d'accumulation du patrimoine foncier, donc par ceux qui peuvent, de fait de leur statut social, accéder plus facilement à ces espaces forestiers, malgré le fait qu'ils soient officiellement gérés par ces associations, les COBA, dans le cadre des transferts de gestion. Et donc, ce sont les ménages les mieux établis qui sont en mesure de pouvoir s'opposer aux communautés de base par rapport à leur responsabilité liée à la gestion de ces espaces. Ensuite, donc, légalement, je vais vous dresser un peu le cadre légal qui concerne la sécurisation foncière des espaces de forêt communs. Donc, comment légalement la sécurisation foncière est envisagée pour les forêts à Madagascar? Cette sécurisation foncière est envisagée dans le cadre de la loi forestière de 1997 et donc pose le contexte que l'administration forestière agit en tant que propriétaire de toutes les forêts. Elle se dit propriétaire de l'ensemble des forêts. Et donc, de ce fait, elle pose son monopole de délivrance des permis et des sanctions liées à l'utilisation des produits forestiers et à leur exploitation. C'est donc dans ce cadre-là que se fondent les contrats de transfert de gestion. On est bien dans des transferts de gestion. Comment concrètement l'administration forestière pose que les forêts sont à elle? Alors théoriquement, les forêts font l'objet d'une délimitation dans le cadre d'une descente sur le terrain des commissions foncières régionales. Et donc ce sont ces commissions foncières qui proposent une délimitation du terrain et une affectation de ces terrains à régime forestier général, spécial, ou bien qui énoncent leur distraction à ce régime forestier. Seulement, l'ensemble de ce dispositif se pose sur la base de la présomption de domanialité, donc sur le fait que toutes les terres vacantes et sans maître appartiennent à l'État. Mais la réforme foncière qui a été initiée à Madagascar en 2006 remet en cause le régime de la preuve de cette présomption de domanialité et pose dans son article 38 qu'il y aura un régime spécifique des forêts à venir qui pourra permettre de préciser la manière dont ces forêts seront un jour sécurisées. Mais on attend toujours aujourd'hui encore ce régime spécifique qui n'est pas advenu. Donc l'administration forestière, dans le cadre des transferts de gestion, et notamment dans le cadre des transferts de gestion à Mananar, donne aux communautés de base la possibilité de délivrer des permis de coupe aux membres du Fukunuln sur des espaces identifiés sur des cartes, mais en vrai très peu identifiés sur le terrain par la population. Pourtant, la demande en ressources ligneuses est très importante. Localement, du fait
de la construction de l'habitat et du bois de chauffe qui devient de plus en plus important quand l'huile de girofle devient un produit de substitution par rapport à la vente de clous, et quelque chose qui se développe de plus en plus pour satisfaire une demande croissante. La demande en ressources ligneuses, elle est aussi très importante au niveau de Mananaar, donc du centre urbain le plus proche, pour des raisons un peu similaires. Et elle est aussi également très importante à l'international, notamment, vous avez entendu parler de l'ensemble des trafics de bois de rose, etc., puisque ces forêts abritent de nombreux bois précieux. Et donc, il y a eu ces dernières années une très très forte demande d'alimentation de ces essences-là, et donc d'exploitation de ces essences sur le territoire de la réserve de biosphère. Donc malgré tout ça, en fait, ce sont uniquement des droits d'usage qui sont concédés aux communautés de base, pas de droits d'exploitation, donc en fait ils n'ont pas le droit de vendre le bois, donc on se retrouve avec un immense territoire dans lequel on ne peut pas vendre du bois alors qu'il y a une demande très très importante, ce qui naturellement engendre énormément de commerce illicite. Face à ça, l'administration forestière interdit aussi de planter des arbres dans la forêt de l'État. Pourquoi est-ce qu'elle interdit de planter des arbres? Parce qu'elle veut conserver la propriété de ces terrains et que coutumièrement, planter des arbres, ça veut dire qu'il y a un processus d'appropriation qui va être mis en place. Donc planter des girofliers dans la forêt, c'est interdit par l'administration forestière. Ce schéma très très compliqué, c'est juste, je ne vais pas le décrire, mais c'est pour illustrer la manière dont la loi forestière définit la forêt. Et donc pour expliquer comment est-ce que la commission forestière dont je vous ai parlé tout à l'heure est censée sur le terrain identifier ce qui est considéré comme une forêt, ce qui est associé à une forêt et ce qui ne va pas être considéré comme une forêt. Et donc vous voyez que dès qu'il y a introduction de produits agricoles dans la forêt, en fait, il y a un gros conflit sectoriel. Et donc, on ne peut pas considérer cet espace comme de la forêt. Et donc, ça veut dire que l'administration forestière n'a plus son monopole de gestion et que donc ça pose un problème important. Ça lui pose un problème important. On peut cependant envisager de planter des arbres dans les forêts de l'État, mais si et seulement si c'est prévu dans les plans d'aménagement. Or, dans les plans d'aménagement des forêts, des espaces forestiers communs qui se sont établis autour de la réserve de biosphère, on a quelques parcelles de restauration forestière, mais on n'a aucune parcelle qui est envisagée pour le reboisement ou la sylviculture. Et donc ça pose un problème important parce qu'en fait, le fait que ce soit une réserve de biosphère en périphérie d'un parc national a amené le gestionnaire du parc, donc en relation étroite avec les communautés de base, à interdire l'introduction de toute espèce exotique et de toute espèce ligneuse à croissance rapide qui pourtant peut constituer des éléments importants pour alimenter la demande en bois de chauffe, en bois énergie, en bois de construction importante dans la région. Et alors que les populations ne sont pas vraiment très intéressées pour enrichir la forêt ou la restaurer avec des essences endémiques qui sont à croissance très longue et donc de toute façon elles ne tireront aucun avantage puisque leur exploitation n'est pas autorisée. Et donc dans ce contexte-là, globalement, ni l'administration forestière, ni les communautés de base, ni la commune, ni aucune force de l'ordre n'a la possibilité concrète de prendre la responsabilité d'envisager le départ des planteurs qui s'établissent dans les forêts des communautés de base. Personne ne veut prendre cette responsabilité-là puisque vous voyez que le cadre... que quelque part leur installation est légitime, mais légalement non autorisée, et que donc toute intervention dans ce sens-là, a priori, serait controversée.
Bon, ça c'est juste pour dire que les projets de développement, eux, ils appuient aussi, le GRET compris, ils appuient le développement des cultures de rente, mais sans prendre en considération vraiment la question foncière, puisque légalement, il n'y a pas de sécurisation foncière instituée. Et cette situation-là conduit à générer davantage de problèmes et de conflits, puisque ça continue à alimenter le processus que je vous ai décrit précédemment. Et qui conduit donc à une réduction très très importante des espaces forestiers communs. Et tout ceci donc conduit à un développement territorial qui n'est pas du tout maîtrisé. Et donc qui n'est pas maîtrisé. Et là, je voulais revenir un peu sur le temps long pour mettre en exergue les différentes stratégies foncières qui semblent avoir été mobilisées au cours du temps par les populations locales et qui évoluent dans leur finalité et aussi dans leur modalité de mise en œuvre. Donc on voit qu'avant, vous pouvez lire toutes les petites courbes en bas, là, c'est l'évolution du bruit des cultures de rente, donc qui s'établissent essentiellement dans les cultures sous bois, dans les forêts transférées. Et donc, vous voyez ces dernières années les prix qui montent beaucoup et donc un intérêt de plus en plus important pour l'ensemble des populations, des membres des populations locales qui le peuvent, de pouvoir investir ces terrains pour avoir accès à davantage de produits agricoles. Et on voit donc en vert la couverture forestière qui diminue de manière drastique. Ça, c'est pour revenir toujours dans le temps. Vous voyez là à gauche la carte de la déforestation de conservation internationale qui montre bien, à l'échelle du district, la réserve de biosphère est entourée en gris, là, qui montre bien l'importance de la déforestation, en rose, sur l'ensemble de la zone. Et cette importance de la déforestation, en fait, comme je vous l'ai dit, et compte tenu du développement des filières illicites, entre guillemets, de l'ensemble des produits forestiers, des produits agricoles de rente qui s'établissent dans la forêt, de l'ensemble des produits forestiers, y compris le quartz dont je n'ai pas parlé, etc., fait que ce cadre institutionnel et légal, ou cette absence de cadre institutionnel et légal, contribue en fait à un développement important des mafias et un désinvestissement important de l'État et des collectivités territoriales dans la régulation des relations entre les individus. Et donc, dans un contexte donc, où la région est très très enclavée, mais très enclavée, ça veut dire que la route elle est très peu praticable en fait, et que malgré le fait que ce soit une des régions les plus riches de Madagascar, la route n'est toujours pas refaite et ne sera pas refaite parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à ce que la route ne soit pas praticable que d'intérêt à ce que la route soit praticable. Compte tenu de l'importance. Tant que la route n'est pas praticable, ça veut dire que les forces publiques n'interviennent pas en masse, qu'on peut faire beaucoup de commerce illicite et de transactions particulières. Ça veut dire aussi que la population locale n'est pas, reste beaucoup sur place. Et sur place, il n'y a pas non plus beaucoup de... il n'y a pas d'université, il y a très peu de collèges et de lycées, donc un accès très réduit aussi à l'éducation. Et aussi un recours très restreint des populations à toute institution
administratives encadrées telles que la microfinance, etc., ce qui permet là encore l'enrichissement de l'alimentation de ces réseaux informels et l'établissement des relations de force qui s'établissent au profit de ceux qui détiennent les capitaux les plus importants. Mince, pardon, voilà. Et se rajoute à cela aussi des migrations importantes pour alimenter la main-d'œuvre nécessaire à la cueillette des clous de girofle, à l'exploitation de la vanille, à l'exploitation forestière, etc. Et donc, on est dans un contexte de région très enclavée, avec une population qui augmente beaucoup et qui augmente du fait de l'accroissement démographique, mais aussi du fait de migrations qui sont initialement saisonnières, mais de plus en plus de personnes s'installent de manière durable dans la réserve et contribuent à enrichir un groupe de population très vulnérable qui est donc constitué de paysans presque sans terre, donc essentiellement salariés agricoles, charbonniers, bûcherons, etc. Donc, face à cette situation, dans le cadre du projet, quelles sont les pistes que l'on a investies pour préciser les modalités de l'affectation des terres? Donc d'abord, on s'est investi dans une politique explicite d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que suite à de nombreuses discussions, en fait, a émergé et été effectivement posé sur la table ce qui ne voulait pas être posé depuis longtemps. C'est-à-dire que les forêts transférées elles n'existeraient plus d'ici un laps de temps très très court, à savoir 5 ans. Ça a été la période qui a été proposée par les membres d'ECOBA. Ça pose un problème aux gestionnaires de la réserve de biosphère, parce que s'il n'est plus en mesure de pouvoir justifier l'établissement de ces contrats de transfert de gestion, quelque part, il ne peut pas justifier l'application et la participation des populations locales à la protection de l'environnement, en tout cas pas sur cette base-là. Et donc, on s'est penché sur la sécurisation foncière des espaces forestiers communs. Comment est-ce qu'on pouvait l'envisager et pourquoi? Et pourquoi donc, dans le cadre d'enquêtes, de focus group, d'ateliers, etc., on a été posé le fait qu'effectivement, ça a été important de pouvoir conserver des espaces forestiers communs, notamment pour pouvoir permettre aux groupes les plus vulnérables d'accéder à divers produits forestiers ligneux et non ligneux. Pour le gestionnaire aussi, c'était un enjeu important de pouvoir assurer l'existence d'une ceinture verte autour du noyau dur. Et c'est rajouter un élément, c'était de pouvoir promouvoir une justice sociale environnementale dans un contexte de transition agricole, puisque la transition agricole à Mananara Nord est largement engagée. Le fait que les cultures de rente amènent énormément de flux monétaires à une période courte de l'année et que les habitudes agricoles, que les pratiques agricoles évoluent rapidement et que le paysage agricole change également rapidement, tout ça fait qu'on se trouve effectivement dans un contexte de transition agricole. Mince. Et donc concrètement, les petites actions qui ont été envisagées, c'est d'envisager lors du renouvellement des contrats de transfert de gestion. Ce sont des choses très très pragmatiques, puisqu'en fait ces pistes ont été identifiées en fait dans le contexte d'interaction entre les institutions et les populations locales. Et donc l'idée, c'était de pouvoir trouver des actions qui puissent leur permettre de s'investir de manière respective dans des activités
qui soit envisagé dans un futur proche, dans la perspective de la sécurisation des espaces communs. Et donc l'administration forestière a accepté d'envisager dans le cadre du renouvellement de ces contrats de transfert de gestion des délimitations contradictoires des espaces forestiers communs et de discuter également sur leur affectation et notamment sur la possibilité de développer des actions de sylviculture. Donc c'est un pas important qui a été posé. Ensuite, au niveau de la mairie, l'idée, ça a été de pouvoir intégrer ces espaces dans les plans communaux de développement. Donc là, c'est une opportunité aussi parce qu'on n'est plus dans une logique de propriété foncière, de sécurisation de la propriété foncière, mais on passe par la sécurisation de l'affectation de l'espace, donc dans le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire. Et donc on s'appuie sur le zonage envisagé dans le cadre du plan de développement, dans le cadre du développement territorial pour pouvoir justifier l'existence et la pérennité d'espaces de forêt communs. Ensuite, une question importante se pose, c'est celle de l'élaboration du plan d'aménagement de la réserve de biosphère, puisque la segmentation hypersectorielle agriculture-forêt a fait que, malgré le fait que la réserve de biosphère ait été instituée en 1989, à ce jour, on n'a pas de plan d'aménagement de la réserve de biosphère qui va au-delà d'un parc national où on conserve la biodiversité et une zone périphérique qui permet de canaliser les pressions anthropiques. Donc il est apparu que c'était un enjeu fort de pouvoir investir le plan d'aménagement de cette réserve de biosphère dans le cadre de la formulation d'un projet de société qui soit plus explicite. Et la proposition ultime dans ce contexte-là, c'était d'utiliser l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir envisager l'intervention de la commission foncière régionale qui a été constituée récemment et qui donc se fonde sur l'ensemble de ces petites actions-là pour déterminer quels sont les espaces forestiers qui permettent une relation entre les différentes institutions et les populations locales dans une perspective de développement territorial qui promeut le développement des cultures de rente, qui permet le développement de systèmes agroforestiers pluriels et tout en envisageant de continuer à pouvoir accéder à des produits forestiers classiques. Pour institutionnaliser ça, on s'est appuyé sur les DIN. Donc les DIN, je vous en ai parlé tout à l'heure en vous parlant des DIN, des contrats de transfert de gestion qui étaient associés à un règlement intérieur. Mais en fait, le DIN, c'est une institution ancienne qui vient des populations mernes, donc des populations qui habitent les hautes terres de Madagascar et qui sont une pratique issue de la coutume. Donc à l'origine, les DIN ne sont pas écrits, mais constituent un dispositif de réglementation qui est intéressant au niveau coutumier et très généralisé sur les hautes terres. Et ensuite, le colonisateur et les membres de l'État indépendant ont très rapidement compris l'importance qui pouvait être donnée à ce type d'instrument pour pouvoir l'utiliser et notamment l'utiliser pour pouvoir mieux déterminer quels pouvaient être les rôles et les responsabilités respectives des membres des populations locales et donc promouvoir la régulation locale dans un contexte où Madagascar c'est grand, où l'État n'est pas présent beaucoup, etc. Et donc ça a été un enjeu très fort d'utiliser les DIN pour pouvoir
poser le rôle des populations locales dans la formulation des politiques et de la règle de droit dans tout domaine, y compris celui de l'accès aux ressources naturelles renouvelables. Et il y a eu un point culminant à ce moment-là, c'est évidemment quand Ratsirach est arrivé au pouvoir dans les années 73, où il a fondé 72, où il a fondé le développement du pays dans une perspective communiste sur le Fukunuln, donc sur ces communautés locales auxquelles avait à ce moment-là été accordée la personnalité juridique, ce qui n'a plus été le cas ensuite. Et c'est donc pour ça que quand la loi sur les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables intervient en 1996, on est obligé de constituer une association pour pouvoir signer les contrats, puisque le Fukunuln n'a plus lui-même la personnalité juridique. Et ensuite, plus récemment, en 2001, on arrive à une étape supplémentaire où l'État se dit que, effectivement, les DIN, c'est quelque chose d'intéressant, qui se développe à différents niveaux d'organisation, puisque le DIN, ça devient une règle de droit qui est négociée et qui est formalisée, qui prend de plus en plus une forme écrite et qui peut régir des relations entre des individus à l'échelle d'une association, à l'échelle d'un Fukuntan, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une région. Donc on a le même instrument qui prend différentes formes. Et donc pour canaliser tout ça, l'État promulgue une loi qui lui permet de cadrer la manière dont ce processus de production juridique va être investi. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait des dispositions contraires à l'ordre public qui soient établies dans le cadre de ces réglementations locales. Ça, je ne vais pas vous décrire ce schéma-là, c'est simplement un des produits auxquels on est arrivé au terme d'une longue discussion avec l'administration forestière, la commune et les populations locales sur la question de comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette appropriation privative des forêts des Coba. Et donc, à quel moment est-ce qu'on considère que c'est une infraction au droit forestier, donc où on mobilise l'administration forestière avec toujours le même problème de mobilisation de l'administration forestière et de la force publique. À quel moment on peut mobiliser la commune, les autres officiers de police judiciaire, et quels sont les droits et les obligations des membres de la communauté de base par rapport au constat et aux suites données aux infractions forestières. Enfin bon, bref, toutes ces discussions-là ont permis en fait de clarifier quels étaient les rôles respectifs de chacun et donc de clarifier leurs possibilités d'intervention à différents moments de l'évolution de ce que je vais appeler un conflit plutôt que les manquements au DIN ou plutôt que les manquements ou plutôt que la constatation des infractions forestières. Et ce qui est très intéressant là, ce à quoi je voulais arriver en vous montrant ça, c'est que l'administration forestière donc a accepté de ne pas considérer qu'il y avait des infractions forestières qui étaient établies dans les forêts de l'État tant que les Coba ne leur transmettaient pas de rapport. C'est-à-dire qu'elle acceptait le fait que les Coba puissent intervenir en amont de ce processus-là, donc dans le cadre de leur règlement à l'amiable des conflits ou pas, sans faire intervenir l'administration forestière qui, elle, a un problème. Ensuite, il y a un problème pour les populations locales de pouvoir suivre le parcours de que deviennent ces rapports d'infraction qui ont été identifiés. Et en fait, le fait que l'administration forestière ait la possibilité de transiger fait que les populations locales ne sont jamais en mesure de savoir si le délinquant a été effectivement puni ou pas. Donc en fait, ils se retrouvent face à des représailles importantes alors qu'ils ne savent pas si finalement le fait de l'amener auprès des officiers de police judiciaire a servi à quelque chose ou pas.
Bon, enfin, en tout cas, tout ça c'est pour dire la répartition des droits et des obligations des uns et des autres par rapport à ces dispositions. Bon, voilà, donc le DIN semble un moyen intéressant pour pouvoir produire une norme complémentaire du droit positif qui permet de combiner la tradition et la modernité au service d'un projet de société qui soit plus explicite et qui permet également une plus grande collaboration entre les différentes parties en présence qui peuvent être mobilisées. Et en plus, donc, si on se réfère à la loi de 2001, les DIN peuvent être homologués par les tribunaux et donc avoir force de loi. Donc c'est ce dispositif-là que je voulais vous montrer un peu parce que ça me semble être quelque chose d'assez original et intéressant dans un pays en développement, notamment dans la perspective de sécurisation foncière, qui ne soit pas uniquement une sécurisation foncière qui puisse être envisagée dans le cadre de la propriété, c'est-à-dire du cumul entre les mains d'une personne de l'ensemble des droits qui s'établissent sur la terre et les ressources sur un espace donné. Donc tout ça nous a amené à privilégier dans le cadre de ce projet-là la médiation comme un ordonnancement privilégié. Donc vous voyez que dans le cadre du projet de développement, en fait, l'enjeu qui a été le fil conducteur de l'intervention, c'était de pouvoir poser les agents du projet à chaque fois comme une partie prenante du collectif, puisqu'ils sont là, ils font des choses avec les populations locales, mais aussi comme en tant que médiateur entre les institutions. Ensuite, un autre enjeu qui a été identifié et qui n'a pas été résolu et qui constitue une piste importante pour le projet futur à venir, c'est d'avoir un diagnostic écologique qui puisse être partagé donc pour initier la théoria, c'est-à-dire la première phase de la discussion de la médiation. Et donc ceci, ça implique à appréhender la biodiversité pas seulement comme un enjeu de conservation au sein du parc national, mais aussi comme un enjeu qui prend en considération la transformation continue des espaces de forêt naturels, entre guillemets, en systèmes agroforestiers, et donc le rôle de ces systèmes agroforestiers dans la conservation de la biodiversité. Et donc de ce fait-là, on abandonne l'idée que de conserver les écosystèmes dans un état stable. Et donc de ce fait-là, on arrive aussi à remettre en question l'idée d'affectation exclusive, sectorielle et exclusivement géométrique de l'espace. Afin de pouvoir fonder le développement territorial sur une meilleure articulation du secteur de l'agriculture et de la conservation. Et compte tenu de cette manière réflexive d'intervenir pour un projet de développement et compte tenu d'une finalité plus affichée par rapport aux objectifs à atteindre dans le cadre de l'articulation conservation et développement, eh bien, le défi qui se pose, c'est celui de la gouvernance adaptative des socio-écosystèmes, notamment dans un contexte d'enclavement, de multiplication des mafias et des rapports de force et d'un accès très diffus à l'éducation.
Voilà, donc pour conclure, la sécurisation des espaces forestiers communs, donc ça a été considéré dans le cadre de ce projet, compte tenu du contexte particulier de la réserve de biosphère de Mananara Nord, comme un enjeu de recomposition des solidarités sociales et écologiques. Ça renvoie aussi à l'adoption de la nouvelle politique forestière, donc, qui à l'échelle nationale est en cours d'adoption. Donc là, le code forestier, un nouveau code forestier devrait être promulgué en mai. Il a suivi l'ensemble des différentes étapes. Et le projet de loi forestière qui a pour l'instant été validé par les services administratifs et qui est en cours d'instruction, enfin de présentation, enfin, il suit le cycle normal, vise à remettre en question l'idée que les forêts de l'État soient établies sur une propriété, sur la propriété, donc en l'occurrence sur le domaine privé de l'État, parce que enfin l'administration forestière commence à comprendre que ce sera jamais possible d'immatriculer l'ensemble des espaces forestiers qu'elle entend gérer, et que son opposition avec le service des domaines est telle que le conflit dure depuis que les services forestiers sont arrivés à Madagascar dans les années 1920 et perdure jusqu'à ce jour. Et donc on est maintenant dans l'idée de pouvoir envisager une servitude forestière plutôt qu'une propriété forestière qui puisse permettre l'investissement de l'administration forestière dans des discussions avec les autres parties prenantes sur la conservation des ressources naturelles renouvelables et des différentes fonctions de la forêt. Et dans ce contexte-là, je ne peux que faire de mentionner l'intérêt de pouvoir inscrire l'ensemble de ces réflexions dans des réserves de biosphère, parce que c'est un dispositif qui, de par sa nature, promeut la gestion adaptative de la gouvernance des socio-écosystèmes et permet de s'appuyer sur un réseau international assez conséquent. Voilà, je vous remercie. Oui, sur le dernier point, finalement, c'est quelque chose cette question de la distinction entre la servitude forestière et la propriété, entre la servitude et la propriété forestière, au fond, c'est ce qui existe depuis longtemps, mais qui n'a jamais véritablement été compris, où il y a eu une confusion de la part justement de l'administration. C'est au fond la distinction qu'on connaît bien par ailleurs en Afrique entre le classement, qui est une question d'établir des vocations, donc un régime particulier sur un certain nombre d'espaces, qui est détaché du statut de la propriété. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des terres, on peut avoir des classements sur des choses qui ne sont pas propriété de l'État. Donc il y a le classement d'un côté et l'immatriculation. Or, c'est très souvent confondu. Dans beaucoup de pays africains, effectivement, les gens restent sur le niveau du classement et ont confondu de manière absolument délibérée, ce qui permettait à l'administration de se comporter en propriétaire, alors qu'en fait, le classement n'impliquait pas automatiquement, n'implique pas la propriété de l'État. Donc finalement, est-ce qu'à Madagascar, on n'est pas simplement en train de redécouvrir ce qui était au fond quelque chose qui est très ancien, qui est la différence entre ce qu'on peut appeler le domaine, ce qu'on peut appeler un patrimoine permanent forestier, qui est l'objet du classement, d'avoir des vocations d'utilisation majoritairement forestier, et l'immatriculation au nom de l'État, qui est la constitution d'un domaine privé de l'État. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on retrouve ? Eh bien, oui, on le retrouve quelque part quand les directions de l'aménagement du territoire et les directions des services fonciers se retrouvent dans le cadre du même ministère qui est un ministère qui est directement mis sous l'emprise du président. Donc,
Donc oui, on retrouve ça quand on voit l'importance croissante que prend la direction de l'aménagement du territoire à Madagascar et l'importance que prennent les documents d'aménagement du territoire, puisque là, on est en fait effectivement dans la perspective d'une valorisation de l'affectation de l'espace qui ne soit pas fondée uniquement sur la reconnaissance de la propriété qui, par ailleurs, n'est pas complètement effective sur l'ensemble du territoire national. Mais non par rapport au classement initial, puisque le classement des forêts, il a justement été institué par un décret colonial de 1955 dans cette partie du monde. Donc un décret colonial qui est sorti du ministère des colonies et qui justement sort parce que le ministère des colonies comprend bien que malgré le fait qu'elle ait demandé aux géomètres de se placer dans le service de l'administration forestière coloniale, eh bien, ça sera une entreprise qu'elle n'arrivera jamais à atteindre de pouvoir tout immatriculer. Donc c'est ça qui justifie effectivement le fait que ce décret sorte, le décret des classements des forêts. Mais sauf que ce décret-là, il institue que la dernière phase du classement, c'est son immatriculation. Et de manière systématique, et aujourd'hui de manière toujours systématique. Et c'est-à-dire que même aujourd'hui, pour les nouvelles aires protégées, c'est toujours comme ça que se finissent les décrets. Donc même pour ce qui est des nouvelles aires protégées aujourd'hui, les décrets sont posés pour instituer tout ce réseau de nouvelles aires protégées. Et la question de leur immatriculation reste en suspens complet et ne peut pas, à ce jour, à mon sens, trouver de solution compte tenu du coût faramineux que l'administration des domaines demande à l'administration forestière pour pouvoir immatriculer ces espaces immenses au nom de l'État pour ensuite les affecter à l'administration forestière. Et par ailleurs, il y a de toute façon ce gros problème que pour l'administration foncière, le domaine privé, c'est ce qu'elle va pouvoir vendre, ce sur quoi elle va pouvoir allouer des titres. Alors qu'avec la réforme foncière, le fait de déjà avoir une partie importante du territoire qui échappe à ses prérogatives du fait de l'intervention des communes dans le processus de sécurisation du foncier, lui pose un gros problème. Okay. Du coup, Vanessa Laverie de Green, moi je voulais savoir dans quelle mesure tu sens un intérêt de la part soit du milieu de la conservation et aussi des administrations pour accompagner justement les producteurs vers des pratiques agroforestières durables à 10 fois un grand point de vue, qui puissent constituer par exemple des zones de corridor ou des zones tampons autour du noyau du parc, quoi. Eh bien, honnêtement, cet intérêt-là, à Mananara Nord, de ma petite expérience, je le sens bien plus au niveau des populations locales et au niveau des collectivités territoriales qu'au niveau des gestionnaires d'aires protégées qui n'arrivent pas à considérer que l'on puisse envisager de conserver la biodiversité au travers de systèmes agroforestiers. C'est pas encore envisagé. Donc c'est pour ça que ça me semble important. Et même dans le cadre de la réserve de biosphère, l'ensemble des études qui sont conduites relativement à la conservation de la biodiversité, elles s'établissent toujours dans le parc national marin ou terrestre pour ce qui est de comptabiliser le nombre d'espèces, quantifier les populations, etc., etc. Mais pas en dehors du parc national. C'est quand même c'est assez sectorialisé. C'est déjà compliqué d'envisager la sylviculture. Alors les systèmes agroforestiers, mais c'est pas grave. En passant par les collectivités territoriales et les populations locales et en investissant des processus
de régulation qui puisse être reconnue légalement, moi je pense que ça va conduire nécessairement les administrations au moins déconcentrées à évoluer pour être positives. Ben, merci pour cet exposé très intéressant, puis qui me fait lancer ma réflexion autour de ces fameuses COBA et des interrogations que j'avais sur ce dispositif COBA. Alors, tu sais que je connais très peu Madagascar, j'ai jamais travaillé directement sur les COBA, mais j'avais lu et discuté depuis quelques temps, et du coup, il me semble qu'on voit clairement dans ce que tu dis. Enfin, tu le dis même depuis le départ, il y a la superposition entre les droits coutumiers et les droits liés au COBA. Et quand tu nous décris effectivement le dispositif, on est bien sur une logique transfert de gestion par l'État, donc sur une vision propriété forestière de l'État, sur une logique aménagiste ou forestière, des plans d'aménagement et de gestion, des permis de coupe, etc. Et des formes de règlement ou de sanctions qui sont très là aussi liées à une culture forestière et administrative, quoi. Et le fait de parler de DINA donne une couverture pseudo-coutumière au truc, mais ça n'a institutionnellement, dans la façon dont les règles sont définies, les ressorts les ressorts d'autorité interne, pas grand-chose à voir avec les DINA historiques, c'est-à-dire des communautés politiques qui se donnent des règles du jeu, quoi. Et du coup, il me semble clairement que, ça m'interroge aussi sur le qualificatif de commun lié à ces COBA. En plus, effectivement, tu nous dis, et je pense que c'est très important, les COBA, c'est pas une enveloppe juridique pour des dispositifs de gouvernance qui existent et qui gèrent, tant bien que mal, organisent, disons, l'occupation du territoire, les droits coutumiers, quoi. C'est une institution particulière qui est une somme d'individus à qui, effectivement, l'État délègue une responsabilité de gestion sur un espace. Et du coup, forcément, il y a des contradictions énormes entre les modes locaux de gestion de l'espace et cette institution-là. On n'est pas un commun d'une communauté villageoise, en tout cas d'un groupe social qui préexiste et qui se donne des règles. On est un groupe d'individus qui se retrouvent à la responsabilité d'affecter de définir des règles, souvent déjà un peu standardisées et stéréotypées, de filer des amendes, de faire des sanctions, quoi. Or, du coup, on est plus à la limite transformer la gestion forestière ou la régulation forestière en un bien de club de quelques personnes qui ont ça, plutôt qu'un commun qui soit à un groupe social institué, quoi. Et je me demande si c'est pas une des contradictions fondamentales en fait de cette démarche de COBA et de gestion. Et de transfert de gestion, qui explique aussi un peu cette absence, le fait que ça reconstitue complètement les contradictions entre normes, pratiques locales d'occupation de l'espace, d'exploitation du milieu, etc., et les types de règles, les types de mesures que sont censés mettre en place ces COBA, quoi. Parce que quand j'essaie de me représenter ce que représente la mise en place de ces COBA, je vois plus effectivement une démarche extérieure de délégation de gestion sur une logique forestière, plus que un cadre institutionnel souple donnant une enveloppe juridique à des modes existants de régulation des ressources, quoi. Et du coup, ça m'interroge aussi sur, dans ce contexte-là, quand on parle de forêt ou de distinguer entre les forêts publiques et les forêts communes ou communautaires, je ne sais plus quel mot tu utilisais, qu'est-ce que recouvre ça? Est-ce que ça couvre aussi des forêts qui sont appropriées par les lignages et les différentes exploitations? Donc du coup, est-ce qu'elles sont communes et acquis, ou est-ce que c'est les espaces forestiers non encore appropriés, défrichés, exploités, mis en culture par de la vanille, ou qui est concerné dans le schéma, quoi. Autrement dit, est-ce que ce forêt commune englobe les espaces qui sont appropriés par les lignages, les exploitations agricoles transformées par la mise en culture de vanille, etc. Ou est-ce que ça recouvre plutôt les espaces non encore appropriés et exploités,
en tout cas encore exploitées, dans le but justement de les conserver ou de les protéger de l'extension de la défriche et de la mise en culture. Alors d'abord sur le premier point, oui, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a une distorsion entre les communautés locales coutumières et les COBA. C'est clair que c'est pas égal. Ça ne peut pas l'être à partir du moment où le Fukunul n'a pas la personnalité juridique, si je parle en tant que juriste, où il n'est pas directement associé à l'ensemble des membres. Et même si c'était le cas, tout le monde n'a pas forcément intérêt à s'investir dans la gestion des forêts non plus. Et puis, le cadre des COBA tel qu'il est posé en tant qu'association implique la constitution d'un bureau qui est nécessairement une instance distincte de celle des autorités coutumières. Donc le mode de régulation de base ne peut pas être le même. Maintenant, ce que j'ai essayé d'expliquer dans le cadre de cet exposé, mais je ne suis pas très souvent claire, je suis souvent pas claire, c'est qu'en fait, la coutume, elle n'est pas figée. Et encore moins, là, à Madagascar, c'est vraiment complètement flagrant le fait que la crise de 2009, elle a été énorme, elle a été très, très, très importante, et que le tissu coutumier, les autorités coutumières ont été vraiment très, très touchées par cette crise politique. Et qu'en fait, aujourd'hui, à ce jour, ce n'est pas les autorités coutumières qui régulent les relations entre les individus sur un espace donné, même quand l'État n'est pas là. On n'en est plus là maintenant, parce que c'est plus comme ça que ça se passe. Donc effectivement, il y a encore des coutumes qui prévalent, il y a encore des traditions qui prévalent, mais ce n'est pas les autorités coutumières qui régulent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui régule, ce sont les mafias en fait. Et donc les réseaux de personnes plus ou moins influentes de manière opportuniste, qui peuvent être des chefs coutumiers, qui sont souvent d'anciens fonctionnaires à la retraite, qui sont revenus s'installer sur le terroir, auxquels participent aussi les agents de l'administration, les collecteurs qui sont surpuissants dans la zone, les collecteurs de produits agricoles et ligneux, alors qu'on n'est pas dans des filières régulées par la fiscalité ou autre. Et bien, tout ça fait que le mode de régulation qui peut permettre d'arriver à une justice sociale, environnementale, à déterminer dans le cadre d'un projet de société, à formaliser mieux, tout ça, ça doit être vraiment posé et qu'on peut pas on peut pas dire il y a les autorités coutumières qui existent, on va leur transférer la gestion des choses et tout va bien se passer parce que les individus ils ont de multiples casquettes et qu'ils répondent pas uniquement à ces logiques-là. Donc c'est là où je trouve que le DINA est intéressant parce qu'effectivement, il ne répond pas aux conditions de l'organisation coutumière telle qu'elle avait été pensée dans le cadre de l'himerne ancestrale pré-royale, même royale, mais que c'est un dispositif qui est suffisamment souple pour permettre, un investissement dans une production juridique locale qui puisse faire force de loi et qui n'émane pas uniquement de l'État ou de relations privées et qui se construit en fait sur un dialogue interinstitutionnel et intersectoriel sur la base de ce vers quoi on veut aller ensemble. Parce que effectivement, malgré ce hiatus qu'il y a entre les autorités coutumières potentiellement et les COBA, etc., ce qui est très très surprenant, moi ce qui m'a surpris quand je suis arrivée à Manana, c'est que effectivement les COBA c'est des coquilles vides, mais pourtant elles existent et elles régulent l'accès au bois. C'est-à-dire que ce sont les seules entités qui peuvent avoir un semblant de régulation sur l'approvisionnement de produits ligneux dans la région. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, il y a des distorsions qui se font
Et c'est que ces COBA-là, donc ce groupe de personnes qui sortent de nulle part peut-être, mais ça dépend en fait des Fukuntan, parce que parfois ce sont des autorités coutumières qui sont même membres des COBA, qui sont dans le bureau des COBA et qui reprennent la structure. C'est pas la majorité. Mais en tout cas, elles agissent même pas sur les forêts qui leur ont été transférées, elles agissent sur toutes les forêts du Fukuntan. Donc elles dépassent même les droits de transfert qu'elles ont reçus de l'administration forestière. Et c'est socialement établi. Ça ne veut pas dire que tout le monde respecte le fait que pour couper un arbre, il demande un permis de coupe à la COBA. Mais tout le monde sait que pour couper un arbre n'importe où sur Fukuntan et pour l'utiliser, eh bien, normalement, il devrait demander un permis à la COBA. Et par ailleurs, la COBA joue un rôle important en matière sociale au niveau du Fukuntan. C'est-à-dire qu'elle prend en charge la construction d'écoles ou la mise en place de barrages quand il y a les collecteurs qui transitent pour collecter le girofle. Elles sont présentes aussi quand, en période de récolte de vanille, quand c'est très très tendu parce que les vols de vanille sont fréquents et que... Enfin bon bref, donc c'est une institution qui, malgré le fait qu'elle ait tout pour être une coquille vide, a quand même un rôle à jouer et c'est ça qui fait que c'est intéressant de les faire évoluer dans leurs responsabilités et dans leur rôle au niveau du développement territorial. Parce que c'est une instance qui n'est pas figée, qui est complètement adaptative, surtout si on se donne la possibilité de changer l'objet de la gestion et de l'intégrer dans le développement, dans la transition agricole, et de lui donner un rôle aussi d'inclusion sociale. Parce que, mine de rien, les forêts toujours naturelles, entre guillemets, ah oui, elles sont... c'est l'endroit où on va quand, en période de soudure pour les plus démunis, ou c'est là où on va aller accepter de faire du bûcheronnage. Enfin bon, les groupes les plus vulnérables, ils trouvent là quand même des moyens importants pour faire face aux différents aléas auxquels ils sont confrontés. Et ça, l'ensemble de la population locale le sait. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à s'investir dans la pérennisation d'espaces de forêt communs, malgré le fait qu'il n'y ait aucun espace qui ne soit pas approprié, à ma connaissance, à Madagascar. Parce que si ce n'est pas un territoire, une forêt dans laquelle on a planté du girofle ou de la vanille, on va y prélever des plantes médicinales ou quoi au caisse. Et de toute façon, les limites des terres des Birantans s'établissant sur des limites des crêtes de montagne, etc. En fait, l'ensemble de l'espace, il est déjà approprié. Donc voilà. Merci. Symphorien Ngolo, Université de Göttingen. J'avais deux petites questions en une question. Donc la première, c'est est-ce que vous avez des éléments d'explication? Vous l'avez probablement dit, mais je voulais avoir quelques éléments d'explication sur ce qui fait blocage au niveau de l'administration centrale à faire aboutir la dernière étape de la phase d'immatriculation dans le processus de création des aires protégées. Au niveau des administrations centrales, est-ce qu'il y a un discours cohérent et coordonné sur les mobiles qui font qu'ils ne délivrent pas cette dernière étape-là? Et la seconde question qui est un peu liée à la première, c'est est-ce que vous avez observé au niveau des processus d'immatriculation du foncier urbain, donc en milieu urbain, les mêmes blocages? Parce qu'on peut, j'imagine, faire l'hypothèse que l'agenda potentiel qui peut motiver ça en termes de calcul, d'allocation des terres aux agro-industries est moins présent en milieu urbain. Voilà. Bref, c'est un peu ça ma question. Merci. Alors en milieu urbain, honnêtement, je ne sais pas comment. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je ne sais pas comment ils sont résolus parce que je ne me suis pas penchée dessus, notamment quand il faut
agrandir les routes ou réaménager des quartiers, etc. Je ne peux pas répondre, mais par contre, au niveau de pourquoi la dernière étape de l'immatriculation, elle n'aboutit pas, c'est juste une question financière en fait. C'est parce que l'administration des domaines demande des sommes très 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 conséquentes pour pouvoir immatriculer des espaces de forêt qui sont immenses et qu'elle veut sécurisée de la même manière que la petite parcelle de rizière. Et donc le discours que l'on tient, c'est que comment on veut investir le on, c'est les personnes qui réfléchissent sur comment investir le régime spécifique des forêts tel qu'on doit l'investir depuis 12 ans maintenant, dans l'article 38 de la réforme foncière. C'est de dire qu'on n'a pas besoin, pour sécuriser l'espace forestier, d'avoir l'intervention de géomètres qui vont permettre de dire où doivent s'établir des bornes au centimètre près, et qu'on n'a pas besoin de bornes tous les 10 mètres pour entourer des espèces de plusieurs milliers d'hectares, parce que ça, c'est pas la peine. Et donc c'est une question financière, c'est que ça coûte cher. Et en plus, l'administration des domaines, c'est avec les finances, c'est l'administration la plus importante à Madagascar au niveau du corporatisme. Donc ils n'ont aucun avantage à immatriculer les forêts au nom de l'État pour peu d'argent en plus, ce qui leur ferait un manque à gagner, et ce qui leur ferait d'autant plus un manque à gagner qu'à ce jour, vu que les forêts ne sont pas immatriculées et compte tenu des dispositions de la réforme foncière, sur les plans de repérage, les forêts classées, les aires protégées, tout ça, tout ce qui n'est pas immatriculé, en fait, ça n'apparaît pas. Donc ça fait que sur les plans de repérage et compte tenu des dispositions de la réforme foncière, maintenant l'administration foncière, pour attribuer un titre de propriété, elle doit prouver que la terre n'est pas mise en valeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas occupée. Parce que si elle était occupée, à ce moment-là, elle ferait l'objet d'un certificat foncier. Donc pour l'administration des domaines, c'est juste du pain béni d'avoir tous ces espaces-là qui sont susceptibles de faire l'objet de futurs titres de propriété. Et là, je ne parle même pas de la troisième administration qui est complètement majeure et essentielle et qui s'oppose aussi à une sécurisation foncière des forêts via le titre de propriété qui reste quand même la sécurisation optimale, entre guillemets, selon les textes en vigueur, ce sont les mines. Parce que si on immatricule les forêts, alors le plan d'attribution des carrés miniers change potentiellement avec la nécessité de demander l'accord explicite de l'administration forestière auquel ces espaces auraient été affectés, alors que les carrés miniers couvrent l'ensemble du territoire national. Donc ça fait en fait plusieurs processus qui font que la sécurisation, que l'immatriculation des forêts ne peut pas être une perspective réaliste, malgré tous les efforts de l'administration forestière et de la Banque mondiale et des bailleurs de fonds. Et ça ne peut pas, à mon sens, être effectif.